Moi, ce qui m'intéressait, c'était de développer des personnes. Donc, à la base, faire de l'administratif, c'est correct, mais avec comme objectif de développer la personne. Jean-Benoît Jubinville, directeur des sports de l'Université de Sherbrooke. Tu as gagné quand même 7 bols d'or. Moi, je veux comprendre, c'est quoi la mentalité de coach, les stratégies que tu enseignes à tes joueurs? Déjà, mes bases de coaching que j'ai toujours gardées, c'était d'être capable de dire qu'à chaque fois qu'on met le pied sur le terrain, j'ai toujours demandé les mêmes 2 choses aux joueurs. C'est 1, tu donnes ton max. Tu sors du terrain, il faut que tu sois vidé puis que tu te dises j'aurais pas pu en donner plus. Je suis curieux de savoir quel genre d'outils tu as accès ou que tu peux travailler ou que tu essaies de développer pour éduquer cette prochaine génération-là. Je te dirais que pour éduquer, c'est pas nécessairement les outils comme les façons de faire. Moi, je dis tout le temps qu'un étudiant athlète qui est heureux, qui va bien, peut se développer à son plein potentiel. Comment tu peux t'entourer des bonnes personnes pour gagner quand même 7 bols d'or? Bonjour tout le monde, bienvenue sur le Game On. C'est votre host, William Rochefort. C'est un plaisir de vous recevoir cette semaine. Cette semaine, on reçoit Jean-Benoît Jubinville, directeur des sports de l'Université de Sherbrooke. Merci, JB, d'avoir accepté mon invitation. Ça fait très plaisir. C'est un plaisir de te recevoir. Tu as un CV hyper impressionnant, puis j'ai hâte qu'on puisse parler de ton parcours, mais aussi de qu'est-ce qu'on pourrait peut-être montrer à la prochaine génération d'athlètes, mais aussi de coachs, surtout qu'en ce moment, en tant que directeur, je pense que tu as un grand rôle pour l'éducation de la prochaine génération. Avant de commencer, je prépare tout le temps une introduction pour mes invités. Donc, voici ton intro. Tu as débuté ta carrière de joueur chez le Baron du séminaire de Sherbrooke. Comme porteur de ballon étoile, tu as un rôle important qui permet d'amener le club jusqu'en finale du bol d'or, et ce, 2 ans après la création de l'équipe. Universitaire, tu joues au Redmen de l'Université McGill, où tu joueras 2 saisons avant de devoir brusquement arrêter ta carrière suite à une blessure au cou. En 97, tu rejoins les Barons du séminaire de Sherbrooke. En 8 ans, tu remportes 2 bols d'or comme head coach. De 2003 à 2011, tu as occupé le poste d'entraîneur-chef et directeur du centre d'entraînement physique du Cégep de Sherbrooke. En 8 saisons, tu as mené l'équipe avec brio à une fiche de 73 victoires et 5 victoires du bol d'or. Tu as éduqué plus de 300 athlètes durant cette année en poste. Tu as été nommé à 2 reprises entraîneur de l'année. En 2014, tu rejoins les rangs universitaires, où tu deviens le premier directeur des sports francophones de l'Université Bishops. 2016, tu es nommé au Temple de la renommée des Barons du séminaire de Sherbrooke. Dans la même année aussi, tu t'accroches le rôle au Triolet comme directeur des sports. Aujourd'hui, tu es survivant du cancer, un éducateur, entraîneur et directeur des sports de l'Université de Sherbrooke. Jean-Benoît, merci et bienvenue sur le Game On. En commençant, j'aimerais que tu me dises, c'est quoi ton rôle à toi? C'est quoi ta job? C'est quoi être un directeur sportif? Être un directeur sportif dans une université, il y a quand même un grand rôle politique. Faut être capable de créer des liens avec plusieurs personnes, et ce, dans toutes les facultés de l'université. Donc oui, j'ai un rôle auprès des entraîneurs, auprès des athlètes, mais j'ai un rôle politique pour m'assurer que les communications se fassent de la bonne façon, puis que les gens dans les facultés comprennent et acceptent la réalité d'un étudiant athlète. Donc, ce rôle politique-là, il est très important. Puis, cette année, c'était ma première année. On a développé des petits liens, mais pour moi, c'est quelque chose que je veux vraiment travailler. Et puis, devenir un joueur important dans chacune des facultés de l'université pour aider nos étudiants athlètes. De l'autre côté, pour les coachs, je dis souvent que mon travail, c'est de leur donner des conditions gagnantes pour qu'eux autres puissent se concentrer sur leur travail d'entraîneur. Donc, si on pense au football, un Kevin Régimbal de ce monde, bien moi, je veux qu'il puisse coacher au foot, recruter, bien entendu. Le recrutement est tellement important au niveau universitaire. Puis, peut-être avoir le moins possible de volets administratifs à faire. Tu sais, c'est pas à Kevin à aller chercher un commanditaire pour l'équipe de foot, c'est à nous autres, à l'équipe administrative, de faire ça. Donc, donner des conditions gagnantes aux entraîneurs et leur permettre de se concentrer sur leur travail. Puis ensuite de ça, c'est les supporter.
sentir qu'il y a une équipe derrière eux qui travaille pour les aider, les supporter au quotidien. Puis, bien entendu, une partie que j'aime beaucoup, c'est de parler de coaching avec eux autres. Mm-hmm. Donc, quand tu es un entraîneur à n'importe quel niveau, ben, tu vis des situations à chaque jour. C'est le fun d'avoir quelqu'un avec qui tu peux parler de ça, puis te faire objectiver. Je dis pas que j'ai les bonnes réponses, mais on s'écoute, on se parle, puis on essaie de trouver des solutions ensemble. Ah, c'est bon. Est-ce que, dans le fond, tu es comme un peu le pont entre, justement, l'école, les ressources, puis le sport? Exact. Ça ressemble à ça. C'est un bon résumé. C'est cool. Si je te dis, j'aime m'investir dans le développement des jeunes, de leur volet académique, d'être là dans le day-to-day. Je me considère d'abord comme un éducateur, entraîneur, plus qu'un homme d'affaires. Je te cite là-dessus parce que tu as parlé de ça dans une entrevue. J'aimerais aller plus en détail. Qu'est-ce que tu voulais dire par ça? Bien, la première chose que je veux dire, c'est que oui, comme directeur à l'université, je suis un administrateur, puis j'ai des tâches administratives à gérer. Ça me fait plaisir de le faire tant et aussi longtemps que l'objectif, c'est le développement de la personne. Donc, moi, j'ai étudié à la base en éducation physique. Mm-hmm. Je voulais devenir éducateur physique, ce que j'ai fait pendant plusieurs années. Mais ce qui m'intéresse, c'est toujours la personne. Donc, même quand on fait du sport, tout le monde, on veut gagner. Tu embarques sur le terrain, puis ton objectif, c'est de gagner à partie. Tu embarques sur le terrain un entraînement, ton objectif, c'est de devenir meilleur. Mais derrière ça, pour moi, il y a un volet très, très important, c'est que je crois sincèrement que les valeurs qu'on apprend dans le sport vont nous servir toute notre vie. Puis c'est le transfert de ces valeurs-là vers la vie au quotidien qui, pour moi, joue un rôle essentiel dans le développement de la personne. Mm-hmm. Donc, au foot, si tu apprends à travailler en équipe, puis tu le fais comme il faut, tes chances de gagner sont plus grandes. Mais si tu apprends à travailler en équipe, puis tu appliques ça dans tout ce que tu fais dans la vie, ça va toujours être utile. Mm-hmm. Donc, le respect, le travail d'équipe, l'engagement, le dépassement de soi, tu apprends ça dans le sport. Mais si tu mets ça en application dans ta vie, ben c'est sûr que tu vas toujours devenir meilleur. Puis c'est ça pour moi qui est important. Mm-hmm. Je suis 100% d'accord sur ce fait-là parce que si je peux aussi ressortir des certaines qualités que le sport m'a amené, je pense que le côté de leadership, quand tu as un rôle important dans les équipes, il faut que tu parles, quand tu as un rôle de leader, il faut que tu prennes, tu mettes ton pied à terre, puis tout ça. Donc, puis en même temps, c'est que ça t'aide à te forger la personne qui était aujourd'hui, de voir l'adversité, tout ça. Fait que ça, je suis 100% d'accord avec toi. Tu parles d'adversité, j'aime ça beaucoup. Je me rends compte, là, c'est ma première année à l'université, mais auparavant, j'étais dans le milieu du secondaire. Puis, on dirait que les parents d'aujourd'hui ont peur un peu que leurs enfants fassent face à de l'adversité. Puis, ils veulent les protéger de ça. Mais pour moi, c'est quand on fait face à de l'adversité qu'on devient meilleur. Mm-hmm. Puis, il faut que tu vives des échecs pour apprendre à gagner. Il faut que tu vives des moments difficiles pour apprendre à gérer ces situations-là, parce que dans la vie, tu vas en vivre des moments difficiles. Si tu n'as pas appris comment te gérer dans ces périodes-là, ben tu vas avoir de la difficulté. Donc, vivre de l'adversité, c'est une chose que tu apprends dans le sport, puis c'est une chose que tu as besoin de connaître quand tu es dans la vraie vie. 100%, parce que la journée que maman, papa seront plus autant présents qu'ils sont quand tu es jeune, ben c'est que tu pourras plus te revirer vers eux puis dire comme... Puis tu sais, je suis quand même un bon exemple pour ça, dans le sens que, tu sais, moi, le plus dur pour moi, c'était quand je suis arrivé à Lennoxville. Tu sais, moi, j'ai toujours été un des meilleurs joueurs dans mon équipe. J'ai toujours été reconnu comme... J'arrive à Lennoxville, puis tout le monde était super bon. Puis quand j'ai réalisé ça, ben, c'était la première fois que j'avais de l'adversité pour de vrai, tu sais. Puis c'était comment que j'allais réagir à ça, tu sais. Puis oui, j'ai pensé à lâcher, je pense que comme plusieurs jeunes ont déjà fait, sauf que j'ai dit, sais-tu quoi? J'ai eu une discussion avec mes parents, j'ai eu une discussion avec les coachs,
Puis je me suis dit aussi, ben écoute, j'ai commencé, j'aime le foot, je vais m'organiser pour finir. Puis je le sais que, tu sais, sans le savoir à ce moment-là, je le savais que ça allait payer. Puis tu vois, aujourd'hui, ça a changé ma vie, je suis sûr à 100% que ça a changé ma vie. Tu viens de donner un exemple parfait de ce que j'expliquais. Mm-hmm. C'est exactement ça, faire face à l'adversité, puis apprendre à passer à travers. Mm-hmm. Maintenant, j'avais fait des recherches sur où tu avais commencé le football. Je sais que tu as commencé... En fait, ce que j'ai trouvé, c'est que tu avais commencé au Baron au moment où est-ce qu'il avait créé le club. Bien, j'ai commencé en secondaire 5. Oh! J'ai commencé en secondaire 5. Puis, moi, à cette époque-là, j'étais un joueur de hockey. Mm-hmm. Puis, j'ai malheureusement, ou heureusement, là, été coupé au midget 3. Puis, dans tous les sports que je faisais, je faisais jouer au hockey principalement, mais je jouais au soccer, à la crosse, puis au basket. Mais dans les sports, j'avais la qualité d'être quelqu'un d'hyper travaillant. J'étais très rapide, mais on va dire comme ça, là, j'avais pas de main. Fait que j'étais pas un habile au hockey et tout ça. Donc, j'avais pas le physique pour être un joueur qui fait les grosses équipes par son côté travaillant. Donc, j'ai arrêté de jouer au hockey, puis j'ai joué au foot. Puis, au foot, la qualité d'être rapide comme porteur de ballon m'a aidé. Puis, j'avais pas besoin d'être précis puis viser un but. Il fallait juste que je traverse une ligne. Mm-hmm. Fait que c'est là que je me suis découvert dans un sport et puis que j'ai développé ma passion. Le foot, pour moi, c'est le sport d'équipe par excellence. Puis, très, très tôt, j'ai eu des entraîneurs qui m'ont transmis des choses qui, pour moi, sont des essentiels. À chaque course que je faisais, ben, je remerciais mes O-line. Parce qu'eux autres travaillent dans l'ombre, puis il n'y a personne qui reconnaît leur travail, ou presque, à part ceux qui connaissent vraiment le foot, là. Mais moi, je remerciais mes O-line tout le temps. Puis, fait que ça, c'était quelque chose que, par l'équipe, puis l'esprit de corps qui vient avec ça. J'ai des amis aujourd'hui que c'était ma gang de foot de secondaire 5 encore, puis ça reste. Puis, fait que j'ai joué mon année de secondaire 5, qu'on a quand même connu pas mal de succès quand même. Puis après ça, j'ai joué une saison à Champlain. En 87. Ouais, en 87, j'ai joué une saison à Champlain, puis j'étais trop petit pour être porteur de ballon. Fait que il m'avait placé comme receveur de passe. Puis cette saison-là, j'ai appris à connaître un autre entraîneur. Ben, tu sais, à secondaire 5, mon coach Steph Côté, c'est devenu un de mes bons amis dans la vie. Ah, nice! Puis après ça, à Champlain, j'ai connu Tony Adonna. Puis Tony, ça a été un super beau modèle pour moi aussi. Dans comment j'ai voulu devenir entraîneur par la suite. Puis là, ils ont reparti un programme au collégial du séminaire à ce moment-là. Puis tout mon groupe d'amis de secondaire 5 recommençait à jouer. C'est pour ça que je suis retourné là. Puis j'ai fini mon collégial avec eux autres. Puis effectivement, on s'est rendu au Bol d'Or en 89. Puis on a perdu la finale du Bol d'Or, mais à ce moment-là, on était une équipe de 33 joueurs. Puis on avait juste un gars qui pesait plus que 200 livres dans l'équipe. Fait que c'était une autre époque. Là. C'était une autre époque. Puis, des souvenirs pour la vie. Des souvenirs pour la vie. Puis là, c'est là que je suis allé jouer à McGill après. Là. C'est quoi comment qui ont ouvert ou créé une nouvelle équipe? Comment tu fais ça? Surtout dans ces années-là? Ben, tu sais, dans le fond, eux autres voulaient attirer des étudiants. Puis c'est ça que ça a fait, parce que moi puis mon coloc à ce moment-là, on était à Champlain, puis les deux, on est retournés jouer au foot là. Fait que c'était pour attirer des nouveaux étudiants au collégial là-bas. Puis nous autres, on s'est retrouvés, notre groupe d'amis du secondaire, puis à ça se sont joints quelques personnes, mais ça a été ce groupe-là qui est resté soudé. Là. Puis c'était quelle division à ce moment-là? Écoute, il y avait seulement 2 divisions. Il y avait le collégial 3A puis le collégial 2A. Fait que nous autres, on jouait collégial 2A. Ben quand même, là, pour un collégial 2A avec un gars au-dessus de 200 livres puis 30. Mais comme je dis, là, c'était une autre époque. C'est sûr que l'équipe qui nous a battus au Bol d'Or était pas mal plus physique que nous autres, là, mais on se débrouillait pas pire. Après ça, McGill, est-ce que tu as toujours voulu continuer le football ou tu jouais plus? Moi, je me serais pas vu étudier sans faire partie de l'équipe de mon université. Puis, déjà, quand j'étais au collégial, je savais que je voulais jouer au foot universitaire.
je voulais devenir éducateur physique. J'avais fait mes recherches, puis à ce moment-là, on recule assez loin, il y avait une université au Québec où tu pouvais étudier pour être éducateur physique et jouer au foot, puis c'était McGill. Les Aïe, trois aïe. seules équipes qu'il y avait au Québec à ce moment-là, c'était McGill, Concordia et Bishops. Juste anglophone. Il y avait juste du anglophone. Donc, j'avais une option. Moi, j'avais regardé quelle note ça prenait pour rentrer en éducation physique à McGill, puis je m'étais assuré d'avoir cette moyenne-là. Puis, j'ai appliqué là, puis j'avais pas de plan B. Wow. Fait que c'est ça. Puis, je me suis dirigé, puis ça a été encore une fois une expérience extraordinaire pour moi, là. Comment que. Parce que je sais que tu étais là 2 saisons. Oui, j'ai joué 2 saisons. Dans le fond, moi, j'ai été malchanceux. Je ne savais pas comment me protéger ou de la malchance. Je me suis fait opérer au cou pour me faire souder des vertèbres. Puis j'ai eu 3 opérations au genou pendant ces 2 saisons-là. Donc, je me suis 2 fois les ménisques, puis 1 fois le ACL. Donc, après 4 opérations, le médecin il m'a dit « Jean-Benoît, tu devrais peut-être prendre un break du foot. » Puis c'est là que, tout de suite, à ma 3e année à McGill, j'étais déjà entraîneur dans un cégep à Montréal. Je m'étais trouvé une job d'entraîneur dans un cégep à Montréal où je m'occupais des porteurs de ballon puis de l'offensive au collège français. Fait que, tu sais, dans le fond, le côté éducation, le côté de faire du sport, tu as toujours voulu faire ça. Fait que le coaching est venu naturellement aussi. Exact. Même quand j'étais joueur, je retournais dans mon programme secondaire cégep, puis quand il y avait des camps, j'allais coacher. J'ai toujours su, quand tu veux être éducateur, coaching, ça revient au même, là. Mm-hmm. Il y a des petites différences, mais ça revient beaucoup au même. Donc, moi, je le savais que c'était ça que je voulais faire. Je le savais que je voulais combiner être éducateur physique et coach. À cette époque-là, il n'y avait pas de coach temps plein, ça n'existait pas. Mm-hmm. Donc, tu sais, là, moi, mes premières années dans le coaching, ça me coûtait de l'argent pour coacher. Ouais. Fait que c'était pure passion, là. Exact. Vraiment cool. Est-ce que justement, étant coach, est-ce que tu as commencé, comme probablement tout le monde, dans le bas de l'échelle? Quand tu allais aider au collège français, est-ce que tu étais coach de position, tu étais coordonnateur? C'est quoi le rôle que tu avais là-bas? J'étais coach des porteurs de ballon. Mm-hmm. Puis, mais, autre époque, encore une fois, notre coordonnateur offensif ne pouvait pas toujours être là aux pratiques, aux entraînements. Fait que moi, j'étais le coach des porteurs de ballon, mais pendant les entraînements, je jouais le rôle du coordonnateur offensif. Mm-hmm. Puis, arrivé au match, c'est pas moi qui prenais les décisions, mais j'ai quand même eu la chance de prendre quand même beaucoup de place dans cette équipe-là pour une saison. Est-ce que c'est ça qui t'a poussé à dire « je pourrais peut-être devenir head coach ». Ça, puis un mélange. Quand je suis revenu à Sherbrooke après mon bac, OK. j'ai tout de suite, je me suis inscrit au certificat pour enseigner l'anglais parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas d'emploi pour les éducateurs physiques. Là, ça prenait 8, 9, 10 ans avant que tu puisses accéder à un temps plein en éducation physique. Donc, moi, je suis allé, j'ai fait un certificat, puis pour pouvoir enseigner l'anglais aussi, puis me donner plus d'options. Puis, je suis retourné à l'école secondaire où est-ce que je suis allé, puis il n'y avait pas de head coach. Le programme allait plus ou moins bien. Puis, le responsable des sports à ce moment-là, qui avait été un de mes coachs quand j'étais là, il m'a dit « Jean-Benoît, si tu veux prendre le programme, c'est à toi. » Puis, tu sais, je te fais confiance, prends-le. Fait que j'ai rappelé une couple d'amis puis qui avaient joué avec moi, puis on a reparti ça. On a travaillé pour s'assurer qu'on mettait des bases solides. Ah, c'est intéressant. Avant d'aller tout de suite sur comment tu as amené les barons au bol d'or et tout ça, c'était qui la rivalité quand tu jouais universitaire? Écoute, on avait 3 équipes au Québec, comme j'ai dit, puis 3 équipes en Ontario. Il y avait Ottawa, Carleton, Queens. Puis, en 1990, là, je te dirais qu'il y avait comme 3 sections là-dedans. Là, mais il y avait en haut, là, Bishops, Queens, c'était souvent les plus forts à cette époque-là. Dans le milieu de peloton, il y avait McGill, Concordia, Ottawa qui jouaient là-dedans. Puis Carleton était beaucoup moins fort à cette époque-là. Donc, il y avait des belles rivalités, mais à Montréal, la rivalité Concordia-McGill était super belle. Puis, tu sais, là, on avait des amis, nous autres, francophones, qui jouaient dans les 3 équipes du Québec. Fait que, tu sais, t'avais pas le choix. Il fallait que tu ailles étudier en anglais. Donc, on avait une petite solidarité des francophones à ce moment-là.
Puis c'était le fun de les revoir. Sur le terrain, pas d'amis. Mais c'est ça qui est le fun du football, c'est que un jeu, tu vas frapper le gars devant toi le plus fort que tu peux, légalement, mais le plus fort que tu peux. Puis quand le jeu est fini, tu te donnes la main, tu le relèves, puis tu recommences le coup d'après. Là. Puis une fois le match terminé, ben c'est le fun de se rencontrer, puis de rejaser tout ça, puis de dire je t'ai eu sur celle-là, puis là, ouais, mais tu m'as eu sur celle-là, puis ce respect-là, pour moi, est vraiment important. Exact. Puis tu sais, moi, j'ai jamais eu l'occasion de pouvoir jouer contre mes chums, mais j'avais eu Anthony Gosselin sur le podcast qui joue avec les Red Blacks d'Ottawa. Puis il me disait, tu sais, quand on joue professionnel, là, il dit, on joue le match, mais tu sais, après, on va prendre une bière avec les gars, puis tu sais, les deux équipes sont là, puis tu sais, on est chum, on joue au foot professionnel au bout du compte, là, comme on est là aussi pour avoir du fun. Sur le terrain, il n'y a pas d'amis, mais à l'extérieur du terrain, on est humain comme tout le monde. Là. Exact. Puis on voit ça au niveau universitaire. Tu sais, t'as deux amis qui ont joué au même cégep, puis qu'ils s'affrontent dans un match universitaire, puis c'est sûr que sur le terrain, là, ils sont compétitifs, les gars, puis ils vont tout donner pour battre leur ami. Exact. Mais une fois le match terminé, tes voix sont ensemble, les gangs qui arrivent du même cégep sont tous ensemble, puis ils rejassent, puis déjà, ils ont oublié que 10 minutes avant, ils étaient en train de s'affronter, là. C'est ça que la beauté, je pense, de ce sport-là. Puis le fait, justement, de jouer contre ton ami, je pense que... Parce que personnellement, ça boosterait. C'est comme, faut que je le batte. Là. Exact. Puis tu sais, moi, comme directeur, quand on joue contre d'autres universités, ben je suis content de revoir de mes anciens élèves. Tu sais, quand Laval est arrivé l'année passée, puis j'ai eu la chance de parler avec Simon Potvin sur le terrain avant le match, ben on se rappelait des vieilles histoires, puis j'étais content de le voir aussi. Puis, tu sais, je le sais que lui veut gagner le match puis que nous autres, on voudrait battre. Mais, tu sais, c'est correct. Mais c'est même dans le rôle que j'ai, revoir de mes anciens élèves pour une autre équipe, ben, c'est le fun de jaser avec eux autres. Maintenant, les Barons, quand tu as décidé de reprendre le rôle d'être coach parce que, justement, ton directeur t'avait dit qu'il était ouvert, c'était quoi la première étape que tu as faite? C'est quoi t'avais en tête? T'avais-tu un plan ou tu étais plus « OK, je vais le faire parce que j'aime coacher puis c'est le fun ». Ben, je voulais coacher. J'avais à cœur le sport, le programme. Puis, la première chose que j'ai dû faire, c'est de me trouver des alliés. Le football, c'est un sport que ça prend beaucoup d'entraîneurs. Puis, ça te prend des personnes dédiées, avant tout. Donc, moi, j'ai eu la chance de pouvoir compter sur quelques amis qui avaient joué avec moi, qui n'avaient pas un gros bagage comme entraîneur, mais qui étaient des passionnés. Donc, ce groupe d'entraîneurs-là, on a été capable de mettre en place une structure qui faisait en sorte que déjà mes bases de coaching que j'ai toujours gardées, c'était d'être capable de dire qu'à chaque fois qu'on met le pied sur le terrain, j'ai toujours demandé les mêmes deux choses aux joueurs. C'est, tu donnes ton max. Tu sors du terrain, il faut que tu sois vidé puis que tu te dises « j'aurais pas pu en donner plus ». Mais il faut que tu dises « j'ai eu du plaisir » à tous les jours. Fait que tu sors du terrain, tu es vidé, mais tu as un sourire d'en face parce que tu as joué au sport que tu aimes avec tes chums. Puis ça l'a jamais changé, que je coach à n'importe quel niveau. J'ai toujours demandé les mêmes choses. Puis j'ai toujours dit aux joueurs que c'était moi qui allais travailler le plus fort, puis c'est moi qui allais avoir le plus de fun. Puis j'allais donner l'exemple comme ça. Puis je disais, si un jour, c'est pas moi qui ai le plus de fun, c'est pas moi qui travaille le plus fort, ben je ferai plus ce job-là. Wow, OK. C'est vraiment cool, ça. C'est vraiment bon que tu dises ça. Je pense que ça, c'est un aspect qu'on oublie, je pense, du sport. Le fait qu'il faut pas oublier qu'on joue au football. Ben, c'est ça que ça se dit. Hein. Tu joues au football, tu joues au hockey, tu joues au volleyball, au basket. Faut pas l'oublier. L'aspect plaisir est vraiment important. Puis c'est pas parce que tu as du plaisir que tu peux pas te dépasser. Exact. Ça vient ensemble. C'est ça, exact. Ça vient ensemble. Exact. C'est important. Puis je disais tantôt que c'était moi qui voulais avoir le plus de plaisir. C'est arrivé à quelques occasions dans ma carrière, dans des moments plus stressants. On venait de perdre 2 games de suite, puis tout ça. Puis c'était le fun de voir mes joueurs me ramener à l'ordre puis dire « JB, t'as pas de l'air d'avoir de fun. Oh » Puis il était capable de me le dire, puis là, je me disais « Ah, OK, c'est vrai. » Puis je me ramenais, là. Ah, c'est le fun que
en même temps, les athlètes pour qui tu coachais, ils te ramenaient, ils te gardaient accountable un peu. C'est cool. Puis sur mes valeurs de base. Exact. Puis ils sont hyper simples. Exact. Puis j'ai toujours gardé les mêmes. Puis j'essaie de faire ça encore dans mon travail aujourd'hui. Tu sais, c'est pas compliqué de donner ton max. Tu sais, fait que, je suis assis à un bureau, mais j'essaie de faire les choses du mieux que je peux, puis de travailler vraiment fort. Puis, comme je te disais avant l'entrevue, ben moi, j'ai la chance de pouvoir dire que je suis jamais allé travailler dans ma vie. Je me suis rendu à un lieu de travail, mais j'avais pas l'impression d'aller travailler parce que j'ai du plaisir à tous les jours. Excellent. Je pense que ça, faut prendre des notes là-dessus. Mais honnêtement, c'est vraiment cool que tu me partages ça parce que, tu sais, moi, une des raisons aussi pourquoi que je fais ce podcast-là, c'est, oui, pour mettre le sport de l'avant au Québec, nos programmes, mais c'est aussi pour rencontrer des gens un peu comme toi ou, tu sais, en fait, tous les gens à qui j'ai eu la chance de parler sur ce podcast-là, je suis capable de ressortir. Tu sais, moi, je suis beaucoup moins impliqué dans le football que je l'étais avant. Malgré avec le podcast, tout ça, là, je recommence à être dans le game un peu plus, mais les conseils que vous me donnez, que vous donnez aux gens qui écoutent, peu importe, tu peux l'appliquer aussi à la vie de tous les jours parce que, comme on le dit, le sport, ça peut te permettre à te forger la personne que tu deviens aujourd'hui. Exact. Mais merci d'avoir partagé ça, sérieusement. C'est très apprécié, JB. Est-ce que tu connais l'histoire, en fait, du grand retour en force de l'équipe de vélo de route de la Grande-Bretagne? Non, je la connais pas. OK. Je les prends en note parce que je voulais qu'on en parle, parce que je voulais faire un lien avec tes bols d'or. OK? Que tu as gagné quand même 7 bols d'or, dont 5 avec le cégep de Sherbrooke. Dans le fond, eux, la Grande-Bretagne, ils n'ont jamais rien gagné. Okay? En 100 ans d'histoire, ils n'ont jamais... En fait, ils avaient gagné une médaille, puis c'était en 1908. En 110 ans de Tour de France, ils n'ont jamais rien gagné non plus. Sauf qu'en 2003, ils ont décidé d'engager une personne, un nouveau directeur. Il s'appelait Dave Brailsford. En fait, quand ce directeur-là il est arrivé, lui, il avait une mentalité. Okay? La mentalité, ça s'appelle l'effet cumulé des petites améliorations. Okay? L'idée, c'était de décortiquer chaque mouvement, chaque partie du sport. Donc, c'est quoi rider un vélo? Qu'est-ce que tu portes pendant que tu roules ton vélo? Comment tu dors? Qu'est-ce que tu utilises pour dormir? J'ai décortiqué chaque petit point. Fait que le but étant de t'améliorer 1% à chaque jour. Qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire? C'est qu'en faisant ça, ils ont tellement décortiqué le sport de A à Z que en 10 ans, il y a eu 178 championnats du monde qui ont gagné, 66 médailles d'or olympiques, puis 5 victoires de Tour de France en 10 ans. Ils se sont basés juste sur le 1%. Get better each day. Puis si tu réussis à le faire sur un an, ben à la fin de l'année, tu es 365% meilleur qu'au début de l'année. Pourquoi je m'en vais là? C'est que tu as gagné beaucoup de bols d'or dans ta vie. Tu as eu accès, tu as eu plusieurs bonnes équipes, plusieurs bons athlètes. Moi, je veux comprendre, c'est quoi la mentalité un peu de coach, les stratégies que tu enseignes à tes joueurs. Là, oui, on a parlé de il faut que tu t'amuses. C'est important que tu donnes ton 100% à tous les jeux. Mais si on va un peu plus loin que ça encore. C'est certain que j'ai eu la chance de travailler avec des entraîneurs adjoints extraordinaires qui m'ont... J'ai appris plus de mes adjoints que je pense que je leur ai appris. Fait que, tu sais, ça, c'est... Puis, avec le temps, là, il y en a plusieurs, tu sais, que je peux me rappeler exactement de moments, de choses qui m'ont appris. Puis, le rôle qu'ils ont joué dans l'équipe a été hyper important. Ensuite de ça, tu sais, si on regarde, tu parlais de petits détails, 1%. Le foot, c'est un sport de détails. Mm-hmm. Les coachs de foot, on est des maniaques de vidéos. Et puis, on parlait tantôt de jouer. Donc, moi, une des choses que je pouvais faire à cette époque-là, parce que j'ai quand même arrêté de coacher en 2011, là, une des choses que je pouvais faire, puis au niveau collégial, ça fonctionnait, c'est
on se disait, nous autres, que comme coach, on va faire beaucoup de vidéos, mais on va minimiser le vidéo que les joueurs ont à faire. Donc, c'est-à-dire que à chaque jeu, le coach prend une décision au football. Donc, offensivement, on jouait entre 60 et 80 jeux par game. Fait que ça fait beaucoup de décisions à prendre parce que j'étais aussi coordonnateur offensif. Puis, je me disais, le joueur n'a pas besoin d'avoir toutes les connaissances que moi j'ai. Donc, nous autres, ce qu'on essayait de faire, c'est de faire peut-être 2 séances vidéo avec les joueurs par semaine, pas plus, par position, pour que les gars, la séance vidéo, là, ça soit axé exactement sur ce qu'ils vont avoir à faire. Mais on essayait de transposer tout le temps qu'on mettait en vidéo pendant les entraînements pour que les gars comprennent. Donc, moi, je passais, là, tu sais, j'étais enseignant en éducation physique au cégep en même temps. Je passais, je vais dire, je sais pas moi, 5 heures, 6 heures par jour à faire du vidéo avec mon bras droit à l'offensive. Puis, on se disait, nous autres, après ça, là, pendant notre 2 heures sur le terrain, on va s'arranger pour que les gars mettent tout en application, ce qu'on veut qu'ils mettent en application, mais ils n'auront pas eu besoin de faire la vidéo. Puis, ça revient à plaisir puis jouer au foot. Il y a beaucoup de gars qui jouent au foot puis que faire du vidéo, ils trouvent ça long. Ça l'allonge la journée puis ils ont moins de plaisir. Donc, c'était un niveau collégial. C'était 2004 à 2011, là. Tu sais, le foot a évolué beaucoup depuis ce temps-là, mais on voulait garder ça comme ça. Le coach, c'est sa job, sa responsabilité, puis moi, c'était ma passion. Faire du foot, c'était pas un fardeau. Faire du vidéo, c'était pas un fardeau pour moi, là. J'aimais ça. Trouver la faille chez l'adversaire, trouver en deuxième et long comment je vais faire pour les attaquer, ça me faisait triper. Mais je le savais que peut-être que mon porteur de ballon, lui, ça ne dérangeait pas trop. C'était le choix de jeu. Lui, il voulait l'exécuter comme il faut. Donc, tu sais, pour ça, on a connu du succès. Puis là, je parle d'offensive, mais à défensive, c'était la même chose. Tu sais, notre coordonnateur défensif, lui, il passait toutes ses soirées jusqu'à minuit, 1 heure à faire du vidéo à tous les jours pour trouver exactement comment essayer d'arrêter l'adversaire. Mais c'était lui qui faisait le plan de match après, puis les joueurs exécutaient. Question comme ça, dans vos meetings, ressemblaient à quoi? Parce que, tu sais, c'est sûr que là, le football a évolué depuis ce temps-là, mais tu sais, je parle que pour la technique que tu m'expliques en ce moment, tu sais, a quand même été prouvée, je pense, là. Tu sais, je parle, tu as quand même gagné 5 bols d'or avec ça, mais tes meetings ressemblaient à quoi? Moi, première chose, là, c'est que oui, on avait des meetings toute l'offensive ensemble, mais pas trop longs. Puis des meetings d'équipe aussi, tu sais, j'essayais de garder ça. C'est dur de garder l'attention d'une équipe au complet. Surtout jeune, tu sais. La clé, c'est d'être bien préparé, d'être efficace, puis de passer tes messages rapidement. Donc, avec l'offensive, c'était très général au départ. Puis après ça, on se divisait. Puis, moi, je faisais à ce moment. J'ai toujours essayé de coacher. J'ai coaché toutes les positions à l'offensive pendant mon parcours, mais ma préférée, c'était la ligne offensive. Mes chouchous, ça reste mes chouchous, les joueurs de la ligne offensive. Puis, comme je n'avais pas joué là, puis que je comprenais pas exactement c'était quoi être un vrai O-line, je me trouvais toujours un assistant qui coachait la O-line avec moi, que lui, techniquement, ou tu sais, qu'il l'avait vécu, puis qui était capable de dire comment on se sentait. Mais, fait avec la O-line, c'est une des positions avec carrière qu'il faut mieux le comprendre, l'adversaire. C'est compliqué jouer O-line. Les gens ne le savent pas, là, mais, tu sais, donc, avec eux autres, là, notre meeting était super efficace. On voyait rapidement tous les fronts, puis comment on s'ajuste sur les fronts. Puis l'objectif, c'était la communication. C'était que les gars apprennent à se parler sur le terrain pour que tout le monde voit la même chose. Donc, meeting court, intense, efficace. Puis, par position. Pour moi, c'était important. J'avais trop de souvenirs. Justement, tu apprends quand tu es joueur là, d'être dans un meeting, moi, puis que je me sentais pas visé parce que le coach parlait du O-line pendant un meeting, puis moi, je jouais wide receiver. Je sentais pas que je gagnais quelque chose à faire ça, puis les meetings s'éternisaient à ce moment-là.
Mhm. Donc, par position, tu as la chance de te sentir visé tout le temps. Là. Mhm. Je peux vraiment genre relate à ce que tu dis. J'ai quelques moments en tête que je suis capable de faire des liens exactement avec ce que tu dis, parce que c'est vrai que des fois, en fait, il y a deux réalités à ça. Il y a la réalité que des fois, c'est pas tous les cégeps ont l'occasion d'avoir au meeting leur coach pour séparer en position. Ça, c'est une chose. Mais la deuxième, c'est que c'est vrai que, mettons, qu'on t'as peut-être l'occasion de pouvoir justement, oui, faire ton meeting offensif-défensif, mais qu'après ça, séparer vraiment tes groupes. Je pense que ça pourrait être une bonne idée, parce que moi j'étais DB, puis quand il parlait du front, surtout les D-line, backer, vu qu'à l'ENA, j'étais un peu plus impliqué, parce que des fois, il me faisait jouer un peu sans backer, il fallait que j'écoute, mais quand il parlait du front, je comprenais rien, puis je suivais pas vraiment. Fait que le côté... C'est certain que là, on arrive universitaire, puis ils ont des meetings de position à tous les jours. Ouais, là, ils sont capables, parce que maintenant, avec des entraîneurs temps plein, ça donne cette chance-là de pouvoir le faire, le meeting. Mais c'est ça. Puis en plus, c'est comme je disais tantôt, tu as des joueurs de foot qu'eux autres, ce qu'ils aiment, c'est jouer au foot. Ouais. Donc, la partie meeting, c'est un extra que si tu leur demandes, c'est peut-être pas la partie préférée qu'ils ont dans leur semaine de travail. Là. Donc, si tu peux rendre le meeting plus personnel, plus efficace, ben c'est certain que pour les gars qui sont pas des bébites de vidéo, là, parce qu'il y en a qui sont des bébites de vidéo, ceux-là, ils deviennent des coachs souvent. mais sur l'équipe, au football universitaire, tu as 100 joueurs dans l'équipe autour d'eux, ben il y en a combien qui vont devenir entraîneurs, il y en a combien qui sont des bébites, et il n'y en a pas tant que ça. Fait que il faut se rappeler comment on était nous autres, qu'on est devenus des bébites. Fait que comment étaient nos amis, puis qu'est-ce qu'ils parlaient de ça. Fait que se souvenir de ça, puis apprendre de ça. Suite à ça, comment tu peux t'entourer des bonnes personnes pour faire ça, en fait? Oui. Parce que c'est autant coaching que joueur. Parce que là, c'est sûr qu'on parle plus que les gens en ce moment, parce que c'est là que tu as coaché la grande majorité de ta vie. Quand tu étais universitaire, tu étais plus directeur, puis tu as eu des rôles plus politiques, administratifs, mais vraiment collégial, avec un roulement des joueurs qui est quand même beaucoup plus que universitaire. Ouais. Comment tu fais pour... Pour le groupe d'entraîneurs, moi, j'ai toujours recherché les trois mêmes choses. Puis dans cet ordre-là. Donc, moi, je cherchais quelqu'un qui avait des bonnes valeurs. 2, quelqu'un qui était un pédagogue, qui voulait enseigner. Puis 3, quelqu'un qui avait des connaissances de foot. Puis dans cet ordre-là, parce que les connaissances de foot, tu es capable de le faire apprendre à quelqu'un, mais les 2 autres, c'est très difficile. Donc, on parle souvent du savoir-être puis du savoir-faire. Le savoir-faire, ça s'apprend. Le savoir-être, c'est beaucoup plus difficile. Donc, nos assistants, on les cherchait dans cet ordre-là. Puis, on a eu des groupes d'entraîneurs extraordinaires. Puis, je peux dire qu'on a eu beaucoup, beaucoup de plaisir parce qu'on était des gens qui avaient les mêmes valeurs. Puis, ça ne veut pas dire qu'on ne se challengeait pas. Puis, un exemple que je peux donner, c'est qu'en groupe d'entraîneurs, mettons, on était à peu près 10 dans ce temps-là, ben, on pouvait prendre des décisions de groupe, puis on votait, puis ça finissait 7-3, la décision. Fait que là, la majorité gagne. Mais ce qu'on se disait, nous autres, c'est qu'un coup qu'on sort du meeting, puis on annonce une décision, on annonce pourquoi on fait une chose comme ça, ben on dit aux joueurs, ça a fini 10-0. Ça devient unanime. Ouais. Tout le monde a eu sa voix, mais un coup qu'on sort, on revient, puis les 3, ils se rallient. On l'a toujours fait pour le bien de l'équipe. Puis le bien de l'équipe a toujours passé avant le bien individuel. Si tu demandes ça aux athlètes, il faut que comme entraîneur, tu fasses la même chose. Exact. Donc, pour le côté entraîneur, c'est ça. Le côté joueur, ben même au collégial, le recrutement, c'est la clé. Ouais. Les entraîneurs jouent un rôle important, mais c'est les joueurs qui sont sur le terrain puis qui vont faire en sorte que tu vas gagner ou non. Donc, le recrutement étant la clé, ben, il faut que tu mettes beaucoup d'énergie au recrutement. Puis ça veut dire que tu sacrifies beaucoup de temps. Puis c'est correct. Tu sais, quand tu le sais, tu le fais comme il faut. Je parlais de donner son maximum, de travailler fort, mais là-dedans aussi. Donc, il faut que tu apprennes à connaître les futurs joueurs, puis que tu développes des liens avec eux autres. Donc, moi, je disais, à ce moment-là,
chaque début de saison, j'allais rencontrer chaque équipe secondaire dans la région ici. Puis, je leur disais, je vais venir vous voir jouer, je vais prendre des notes, mais je ne vous recrute pas pendant la saison. Parce que je vous respecte trop, puis je respecte trop vos entraîneurs. Ce qui est important, c'est que vous fassiez tout pour gagner un championnat cette année. Donc, je ne veux pas que vous pensiez au collégial pendant votre saison secondaire. Mais vous allez me voir, puis après chaque game, je vais vous dire « belle game », mais je ne vous parlerai pas de cégep. Je vais vous parler de votre saison à vous autres. Puis, chaque game, les gars sortaient du terrain, puis je disais « belle game, Will ». Parce que j'avais appris à connaître les gars, puis les gars me connaissaient aussi. Mais je leur parlais pas « hey, on te veut l'année prochaine au cégep », là. Ils le savaient. Mais je leur disais « belle game ». Ce que tu as fait ce jeu-là, c'était extraordinaire. Puis that's it. Puis, une fois la saison terminée, ben là, on leur disait pourquoi on les voulait, quel rôle on voulait qu'ils jouent, etc. Mais c'était de travailler fort. Le contact humain. Exact. C'est la clé. Puis, tu sais, je disais tantôt, là, tu sais, développer la personne, ben c'est la même chose dans le recrutement. Puis, j'ai eu la chance de recruter des athlètes de premier plan qui avaient leur place en Division 1, mais qui choisissaient de venir au cégep avec nous autres, qu'on était Division 2. Mais j'en ai perdu une couple au recrutement. Puis c'est drôle parce que ceux que j'ai perdus, ben, tu sais, je les revois aujourd'hui, puis on est capable de se parler. Puis d'avoir un lien. Tu parlais d'Anthony Gosselin tantôt, mais lui, je l'ai perdu au recrutement. Ah, non, oui! Puis, mais tu sais, quand je le revois, on est capable de se donner la main puis de rejaser de cette époque-là quand même. Cool. Puis de revenir, tu sais. Aïe, je savais pas. T'as-tu un peu des histoires qui t'ont marqué de ces expériences de bol d'or-là? Ou, c'est pas obligé d'être de bol d'or, mais de ces saisons-là, je suis sûr qu'il y en a des bonnes. Ben, oui, il y a 2 histoires, moi, qui m'ont marqué beaucoup, là. Une année qu'on n'a pas gagné le bol d'or. Première année qu'on était en Division 2. Il y avait, à ce moment-là, on a joué les 2 premières saisons en Division 3, puis la troisième en Division 2. Puis là, on arrive en Division 2, puis on joue l'équipe qui a gagné le bol d'or les 3 années précédentes, les Diablos de Trois-Rivières, à Sherbrooke ici, puis on les bat. Fait que là, on se dit, hey, on est vraiment là, on a notre place dans ce ligue-là, puis tout ça. Puis 2 semaines après, c'était un home and home, on joue à Trois-Rivières. Puis moi, comme coordonnateur, j'essaie de refaire ce qui a fonctionné 2 semaines avant, mais ils ont une solution pour tout. Pour tout. Puis on s'est fait battre. Puis j'ai vraiment eu, comme coordonnateur offensif, probablement ma pire game à vie. Aïe! Puis tu sais, tout ce que je calais, là, il savait que j'allais le caler, puis il avait préparé de quoi pour. Puis même dernier jeu de la demi, en fait un pick six, puis c'était de ma faute. J'avais donné une clé dans mes jeux. C'était, tu sais, fait que j'ai appris que quand tu rejoues une équipe une deuxième fois, là, il faut que tu sois prêt puis que tu changes des affaires. Là, puis, fait que, comme coach, c'est probablement la game que j'ai le plus appris. Puis après ça, on est arrivé dans des bols d'or où on a joué une équipe qui nous avait battus solides dans la saison. C'est arrivé une couple de reprises contre Notre-Dame-de-Foix, contre Lévis. Puis, ils nous avaient battus solides contre Victo. Ils nous avaient battus solides dans la saison. Puis, on les reprend au bol d'or. Puis là, moi, je suis arrivé avec un plan de match complètement différent. Mais complètement différent. Puis, on a fait des choses de fou. Puis, mais l'autre équipe n'avait pas vu venir ça parce que c'était trop différent. Puis, encore une fois, autre époque. Ouais. Mais ça, pour moi, c'est quelque chose que tu sais, j'ai appris comme coordonnateur offensif. Comme coach en chef, c'est pas les bols d'or que je me souviens le plus, c'est les personnes que les gars deviennent. Wow. Fait qu'aujourd'hui, là, tu sais, je vais à l'épicerie, je croise de mes anciens joueurs qui sont à l'épicerie avec leurs enfants. Puis, tu sais, là, ils disent « Hey, ça, c'était mon coach au cégep. » Puis, tu sais, là, on parle de la vie, de où est-ce qu'ils sont rendus. Puis, tu sais, je me dis, j'ai joué un petit rôle là-dedans. Tu sais, dans le développement de ces personnes-là. J'ai des gars qui, au cégep, ça allait pas bien à l'école. Ils n'aimaient pas l'école. Puis, je les revois aujourd'hui. Puis moi, je savais que c'était des bonnes personnes qui avaient des bonnes valeurs, là. Puis je les revois aujourd'hui, puis ils ont des bons emplois, des petites familles. Puis ça me rend vraiment heureux.
sais, puis peut-être tu parlais d'anecdotes. Ben, tu sais, en Division 1 en ce moment, ben, il y a quand même 3 gars que j'ai coachés qui sont entraîneurs-chefs. Aïe, fait que, tu sais, c'est hot. Joe, t'as coaché Joe Thibault? Oui, Joe Thibault au Triolet. Ouais. Mais à Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est JP. No way. Fait que JP, il a joué au volontaire 2 saisons. Je l'ai coaché. Puis Notre-Dame-de-Foy, c'est Marc-André Dion. Champlain, c'est JF Jonca. Puis les deux, je les ai coachés au secondaire. Aïe. Fait que, tu sais, sur je sais pas combien il y a d'équipes à cette heure, 8, 9, 10, là, au collégial Dion 1, mais, tu sais, il y en a quand même 3 que c'est des gars que j'ai coachés. Puis que je suis vraiment fier de où est-ce qu'ils sont rendus, là, tu sais. Ah, c'est malade, ça. Ouais. Mais c'est cool. Là. Tu sais, je parle que t'es encore jeune. Ben, tu sais, je parle. Relativement jeune. On c'est essaye ça. de se tenir en forme. Exact. Mais, tu sais, j'ai quand même 55 ans, là. Fait que, tu sais, là, c'est pas... il me reste moins d'années de travail devant moi que j'en ai de fait, là. Mhm. J'ai commencé dans le coaching en 92. Fait que, tu sais, là, ça fait déjà 33 ans que je suis là-dedans. Aïe, 92, Ouais. quand même. Tu sais, tu me fais penser, vu qu'on parle de... Tu sais, ça fait combien de temps que tu coaches, que t'es prof, que t'es directeur, ben, tant qu'à parler de ton travail, comment t'as fini par être directeur? Parce que je pense que ta première job, ben, c'est pas vrai, ta première job de directeur universitaire, c'était à Bishop, Ouais. mais t'as été directeur aussi Au au cégep. cégep. Ouais. Comment tu t'as fini par... Ouais, moi, je suis devenu directeur par accident. Il y a beaucoup de profs que c'est ça, hein? Genre, j'ai C'est l'impression... Je parlais avec beaucoup de profs, là, quand... Mais moi, ce qui est arrivé, c'est que là, je disais tantôt que j'avais eu 3 opérations au genou quand j'étais à l'université, mais moi, ça m'a suivi. Donc, j'ai toujours eu des problèmes de genoux. Puis, j'étais enseignant d'éducation physique au cégep. Puis, je me suis fait dire, suite à une opération, que je ne pouvais plus courir, sauter, faire aucun sport qui avait de l'impact. Puis moi, dans ma façon d'enseigner, j'avais besoin de bouger avec mes élèves pour avoir du plaisir. Il y a des profs qui sont super bons sans le faire avec leurs élèves. Moi, ça me prenait ça pour être bien dans ma job. Donc, je trouvais mon emploi d'éducateur physique au cégep moins intéressant par le fait que je ne pouvais plus faire plusieurs choses. Puis là, il y a eu une ouverture de poste. Puis là, je me suis dit, hey, c'est peut-être quelque chose qui pourrait être le fun pour moi d'essayer de quoi de nouveau. Puis c'est comme ça que je suis devenu directeur au cégep. Aïe, aïe. Est-ce que ça te prend-tu une maîtrise ou quelque chose de spécial pour... Ben, pas nécessairement. Pas nécessairement. Il s'en offre des maîtrises, un MBA par exemple, mais ça n'en prend pas une nécessairement. Donc à ce moment-là, j'en avais pas. Puis quand tu as des emplois comme ça, tu n'as pas nécessairement le temps de faire une maîtrise. Puis suite à ça, ben, il y a eu une ouverture de poste à Bishops. Puis c'est certain que quand tu es au niveau collégial, ben, tu aspires à aller à l'autre niveau, là, tu sais, là, puis donc, je suis allé à Bishops, puis à ce moment-là, dans mon rôle, il fallait aussi que je m'occupe du centre sportif qui était en construction à ce moment-là, puis une grande partie de mon travail, c'était de rentabiliser le centre sportif. Puis quand je parlais de l'humain tantôt, je me suis rendu compte que j'étais capable de faire ce travail-là, puis de rentabiliser le centre sportif à Bishops, mais je me suis rendu compte que c'était une partie de mon travail qui ne m'intéressait pas. Ou moins. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de développer des personnes. Donc, à la base, faire de l'administratif, c'est correct, mais avec comme objectif de développer la personne. Donc, c'est moi qui ai décidé à ce moment-là de prendre un pas de recul puis de retourner au secondaire. Puis de travailler dans un programme sport-études pour essayer de... Encore une fois, tout l'administratif que je faisais, c'était pour développer des athlètes, développer des étudiants, développer des personnes. Ah, c'est cool. Puis au Triolet, t'étais là 2000... 8 ans. Ouais, quand même ça. 8 ans. Exact. J'ai fait un bout. Puis là, avec le poste qui rouvrait à l'Université de Sherbrooke, puis là, dans le rôle que j'ai actuellement, ben, c'est de développer le vert et or. Exact. Donc là, moi, mon administratif est dirigé vers développer des étudiants, des athlètes, des personnes. Tu dis justement dans un article, tu dis que ça te permet de combiner tes passions, donc le sport de haut niveau, le développement d'athlètes et d'étudiants athlètes et d'étudiantes athlètes et d'étudiants athlètes, le sport universitaire qui en plus qui est unique pour former des leaders de demain et des modèles pour les jeunes sportifs, tout en évoluant dans un environnement de haute performance. Je suis curieux de savoir quel genre d'outils que
tu as accès ou que tu peux travailler ou que tu essaies de développer pour éduquer cette prochaine génération-là? Ben, je te dirais que pour éduquer, c'est pas nécessairement les outils comme les façons de faire. Mhm. Donc, c'est encore une fois, puis après 1 an, je suis capable de dire qu'on est très chanceux à l'Université de Sherbrooke. La première personne ressource pour un étudiant athlète, là, c'est son entraîneur. Mhm. Puis, j'ai rencontré des personnes exceptionnelles. Dans toutes nos équipes, on a des entraîneurs qui, pour moi, sont des personnes qui le font pour la bonne raison. Ils font pas ça pour le salaire, ils font pas ça pour le prestige. Ils font ça parce qu'ils veulent coacher, développer, éduquer. Puis, donc, c'est de travailler avec eux autres. Mon outil, là, c'est de travailler avec ces personnes-là. Puis, encore une fois, d'essayer de faire en sorte que le plus de paperasse administrative soit faite par notre équipe de gestion, puis qu'eux autres puissent se concentrer sur le coaching. Mhm. Puis, le coaching, c'est large quand même. Ouais. Donc, tu sais, là, quand tu es un entraîneur, oui, tu vas transmettre des connaissances sportives, mais il y a une partie de psychologie. Mhm. Il y a une partie de gestion de la personne, de l'humain, tu sais, qui prend beaucoup de place, puis qui est importante parce que si tu le fais pas, bien, la personne... Moi, je dis tout le temps qu'un étudiant athlète qui est heureux, qui va bien, peut se développer à son plein potentiel, mais s'il n'est pas heureux, s'il n'est pas bien dans sa peau, bien, on n'atteindra pas nos objectifs. Mhm. Puis, tu sais, je peux donner du pouce là-dessus. Pour avoir passé par le triolet, tu sais, moi, j'ai été là 3 ans au triolet, tu sais, j'ai fait secondaire 3, 4, 5. Puis, j'étais encore ami avec ma gang du triolet, tu sais, puis on se voit encore, puis on en parlait des fois de, tu sais, comme, à ces âges-là, on réalisait pas à quel point qu'on était chanceux, mais comme, on était hyper bien entourés, c'était super bien organisé, là. Puis comme, ça nous a permis à devenir des meilleurs athlètes, puis aussi, ben, tu sais, à nous garder à l'école, tu sais, à nous forcer à être meilleurs, puis tout ça. Moi, je dis souvent que dans l'éducation, on voit pas le fruit de nos succès tout de suite. Donc, exemple, toi, tu dis, je me rends compte plus tard comment j'étais bien à ce moment-là. C'est la même chose à l'université, là, tu sais. Tu essaies d'ancrer des valeurs, de travailler sur des choses comme la rigueur, le dépassement de soi, ces choses-là. Mais souvent, l'athlète va s'en rendre compte plus tard. Mhm. Puis, tu sais à ce moment-là que ton travail a été bien fait. Tu sais, il y a Exact. des athlètes qui reviennent te voir, qui t'en parlent, puis tout ça. C'est pour ça que quand je prends une pause du travail, ce que j'aime faire, c'est des travaux manuels. Donc, si je commence le matin puis que le patio n'est pas peinturé, ben quand je finis le soir, je vois le résultat de ma job. Ouais, exact. OK? Mais dans des jobs comme l'éducation, Mhm. on ne voit pas le fruit du travail toujours tout de suite. Puis c'est correct. C'est correct. L'important, c'est que tu sens que ça rentre. Exact. Puis c'est d'en faire un peu à tous les jours. Puis juste... Puis de le faire pour les bonnes raisons. Exact. Je suis 100% d'accord avec ça. J'ai eu Kevin sur le podcast, puis il m'a parlé qu'il n'avait jamais ressenti autant de soutien pour l'équipe de football. Je veux qu'on en parle. L'équipe de foot à Sherbrooke, le soutien de l'équipe, la vision un peu de ton côté, directeur des sports. Ben, j'essaye de ne pas favoriser aucune équipe, là, tu sais, là, puis, Ouais. tu sais, là, parce que tous les sports sont importants, mais si on prend le foot, c'est notre équipe la plus nombreuse. Donc, c'est autour de 100 joueurs. Mhm. Pour moi, c'est indéfectible, là, tu sais, que faut que, pour que se sente soutenu, il faut être là. Donc, assister à des entraînements, être présent le plus souvent possible dans l'entourage de l'équipe pour les supporter. Puis, encore une fois, je parle là, d'essayer d'enlever de la job administrative, puis d'avoir les discussions de coach. Là, c'est juste être là pour lui, puis que lui, il sache, puis qu'il sente qu'il ne me dérangera jamais. Que, tu sais, là, si Kevin, il se passe de quoi le dimanche matin à 8 h, il sait qu'il peut m'appeler.
puis il sait qu'on va jaser, puis que ça me dérangera pas, ça va me faire plaisir de jaser avec. Puis, tu sais, tu me donnes la chance, là, on parle de Kevin, là. Tu sais, quel coach exceptionnel. Tu sais, c'est un gars qui, sa première année entraîneur-chef, puis j'avais quand même j'anticipais avant d'arriver à l'université, je ne le connaissais pas beaucoup, juste de réputation. Tout ce que j'entendais, c'était des bonnes choses. Mais je me disais, il va être à sa première année comme entraîneur-chef au niveau universitaire. Puis j'ai juste un wow. Tu sais, c'est quelqu'un qui va faire ce qu'il dit qu'il va faire, puis tu sais, on parle de leadership, là. Puis le leadership, c'est pas nécessairement de crier plus fort que quelqu'un d'autre, c'est pas. Mais lui, par la personne qui est, ça n'est un leader exceptionnel. Puis, tu as le goût de jouer pour lui, puis moi, j'ai le goût de l'aider de par la personne qui est. Puis, malheureusement, la fiche en termes de victoire-défaite n'a pas représenté, je pense, ce qu'on aurait pu obtenir. Mais moi, je suis confiant que sur le long terme, on a la bonne personne, le bon leader, puis que c'est moi, c'est un des bons que j'ai vus dans ma vie, puis j'en ai vu gros, là. Ouais. Puis, je suis content que ça soit lui, notre entraîneur-chef. Puis, je suis content de pouvoir travailler avec lui puis de l'aider. Cool. J'aime ça comme ça. La discussion que j'avais eue sur le podcast avec lui, c'était très intéressant. Puis par la suite, j'étais allé, j'avais parlé avec des joueurs qui avaient écouté le podcast pour essayer de voir un peu qu'est-ce qu'ils en avaient pensé et tout ça. Puis ils m'ont dit que c'était le fun qu'ils s'aient ouvert. Puis ils ont été capables de voir qu'ils faisaient exactement ce qu'ils disaient, comme tu dis. Donc, exact. Puis tu sais, quand je parlais, moi, de ma base, qui était travailler le plus fort possible, puis d'avoir du plaisir, bien, si tu demandes ça à tes joueurs puis tu le fais pas, tu l'auras jamais. Mais Kevin, tout ce qu'il demande, il le fait. Tout. Fait que, tu sais, il ne demandera pas à quelqu'un de faire quelque chose que lui, il fera pas. Puis ça, les joueurs le ressentent. Puis c'est ça qui est important. Ça démontre que tu es authentique, que tu es vrai. Exact. Puis c'est comme ça qu'on forme une équipe. Dans toutes ces années-là de coaching, de joueur, de directeur sportif, si je pouvais te poser une question peut-être un peu plus personnelle, mais c'est quoi un conseil que tu donnerais à un gars comme moi qui a 22 ans, qui commence dans la vie, qui a ses projets, qui a une certaine vision des choses, qui veut atteindre des buts, des objectifs? Tu me dirais quoi à moi ou tiens, à toi, si tu as tourné à 22 ans? Moi, une leçon que j'ai apprise, puis que je l'apprenais sans même m'en rendre compte, là, c'est un des patrons que j'ai eu qui m'a expliqué ça. C'est, tu sais, quand on a commencé le programme de foot au cégep, tu partais à zéro, c'était fou les heures qu'il fallait mettre là-dedans. Puis moi, j'avais des jeunes enfants, puis je les voyais un peu moins. Puis je me sentais coupable de ça. Puis mon patron, à ce moment-là, m'avait dit « T'es en train de montrer à tes enfants c'est quoi avoir une passion. » Puis il m'avait dit « Focus sur la qualité du temps que tu passes avec tes enfants au lieu de sur la quantité. Mais inquiète-toi pas, tu es en train de leur montrer c'est quoi avoir une passion. » Fait que je trouve ça important que tout le monde ait une passion. Puis si ta passion peut faire partie de ton travail, c'est encore plus important, encore plus intéressant. Tu sais, comme je te disais tantôt, moi, je suis jamais allé travailler dans ma vie. Tu sais, je me suis rendu sur un lieu de travail, mais jamais que je suis allé travailler. Donc, à tous les jours, je fais quelque chose que j'aime. Puis ça, ben, ça n'a pas de prix. Exact. Merci d'avoir partagé ça. C'est cool. J'aime ça. C'est une des bonnes que j'ai eues sur le podcast. C'est vraiment cool. En finissant l'épisode, tu sais, au début, tu m'as parlé que tu vas jamais à la job, tu t'en vas t'amuser, c'est ta passion, mais aussi, c'est que tu disais que tu étais là pour éduquer la prochaine génération, que tu voulais
supporter les coachs, les athlètes, être une bonne personne, être un bon pont entre les outils que les gens peuvent avoir pour réussir. Moi, ce que je me demande, c'est aujourd'hui, pourquoi tu le fais? Parce que j'ai du plaisir. Mais j'aime vraiment ça, voir une étudiante athlète passionnée qui a 20 ans, puis qui fait en sorte de réussir des études universitaires. En soi, c'est déjà quelque chose. Ouais. Puis qui combine ça avec des heures par semaine d'entraînement, de vidéos, de préparation mentale, qui fait tous les efforts pour se dépasser toujours. Je pense que de côtoyer ces personnes-là, pour moi, tous les jours, ben ça me garde jeune, ça me garde heureux. Puis, encore une fois, là, tu sais, on dirait que j'apprends à tous les jours de ces personnes-là. J'ai des discussions cette année avec des étudiants athlètes incroyables qui, tu sais, c'est fou. Juste de jaser avec ce monde-là, ben, on dirait que j'apprends encore. À tous les jours. La journée que tu arrêtes d'apprendre, c'est la journée que tu arrêtes de grandir. Ah, exact. Puis, tu sais, un jour, je vais prendre ma retraite, puis je suis déjà en train de penser à comment je vais occuper mon temps en retraite. puis je me dis, tu sais, je vais rester dans le milieu de l'éducation, c'est sûr, ben, avec un rôle moins important ou moins demandant. Merci, Jean-Benoît, d'être venu sur le podcast, d'avoir accepté mon invitation, d'être venu partager ton histoire, mais tous ces excellents conseils. Sérieusement, c'est vraiment cool. Ça m'a fait vraiment plaisir. Puis je disais tantôt que, tu sais, quand j'étais coach, ça m'a fait plaisir de voir les gars, mais toi, tu étais un jeune élève de secondaire, puis de voir où tu es rendu, puis comment tu vis tes passions aujourd'hui, puis que tu as des projets, puis que tu veux pousser tes projets au bout, ben, ça me fait plaisir de voir ça. Cool. Merci, JB.